Et donc, ce soir, je concentre donc le propos sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, avec l'idée que c'est un sujet qui se renouvelle, mais où on n'avance quand même pas beaucoup sur les solutions. Mais enfin, il y a des nouvelles approches qui sont intéressantes. Alors, scoop, l'homo economicus, cher à nos modèles théoriques, a un sexe, ça s'est découvert à peu près il y a une quarantaine d'années, où on a quand même commencé à réfléchir au fait que ces modèles désincarnés, privés de toute consistance, n'expliquaient pas bien les situations. Et qu'on ne pouvait pas répondre à des questions assez naturelles, du style quelle va être la croissance de la population active, combien de ressources il faut affecter à l'éducation, à la santé, comment les entreprises, les institutions peuvent mieux fonctionner, peuvent améliorer leur fonctionnement. Toutes ces questions, on ne peut pas les traiter sans introduire cette dimension femme-homme. Et alors cette année est quand même une année bénie, puisque ce fait que penser les différences femmes-hommes dans l'économie a enfin été reconnu comme essentiel avec l'attribution du prix Nobel à Claudia Goldin. Là, je vous ai remis la fiche qui a été émise pour ce prix Nobel. Donc. Et la motivation de ce prix, c'est simple, c'est pour avoir fait avancer notre compréhension sur les outcomes, les produits de ce qui se passe sur le marché du travail pour les femmes. Et alors, c'est drôle, alors ce prix Nobel, enfin ce prix de la Banque de Suède, ça faisait à peu près une dizaine d'années que je disais il faut le donner à Claudia Goldin. Et donc quand il est enfin été attribué à Claudia Goldin, j'ai eu le sentiment d'avoir un peu gagné, parce que je faisais campagne tous les ans pour elle. Et surtout, c'est un prix Nobel, elle l'a eu toute seule quand même, donc ça c'est quand même un truc essentiel, c'est-à-dire qu'il y a eu une reconnaissance de la communauté des économistes, comme quoi on ne peut pas parler d'économie sans parler des différences femmes-hommes sur le marché du travail et dans la société, et que c'est important. Alors, pourquoi ? Alors, ça a quand même causé une certaine surprise, son prix Nobel. Il y a plein de gens qui ont dit pourquoi elle, on ne la connaît pas, c'est que des histoires de bonnes femmes, tout ça. Il y a eu ça comme réaction. En fait, non. C'est super important, ces travaux, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle a une perception du temps qui est long. C'est aussi une historienne, une économiste historienne, c'est-à-dire elle pratique les recherches de cliométrie. C'est-à-dire elle se place dans le temps très long de succession des générations. C'est quelqu'un aussi qui est tout à fait dans les données, c'est une empiriste. Elle se pose des questions, elle se définit elle-même comme une détective. On se pose des questions, on cherche dans les données, on cherche des réponses. Et on propose des schémas explicatifs. Et donc, ce qu'on peut retenir de ce qu'elle a dit, de son œuvre, c'est donc ce temps long et de placer ces successions de générations aux États-Unis, mais ça s'applique à pas mal de pays OCDE, qui ont fait face à des contextes différents et qui ont dû résoudre les mêmes problèmes, mais de façon différente. Alors là, j'ai recité 3 de ces temps de génération. D'abord, quelque chose qui est assez spécifique aux États-Unis et aux pays anglo-saxons, qui a existé depuis le début du XXe siècle jusqu'à environ 1950. C'est ce qu'on a appelé le mariage bar, c'est-à-dire l'interdiction, enfin pas l'interdiction, mais la possibilité pour les entreprises et les écoles de licencier les femmes quand elles se mariaient. Donc on les recrutait célibataires, elles se mariaient, elles pouvaient être licenciées. Ou
de ne pas recruter des femmes mariées. Et donc il y avait, dans les années 30-40, donc une disparition des femmes mariées du marché du travail, parce que c'était mal de se retirer du marché du travail. Donc ça a été le premier choc, on va dire, donc de Claudia Goldin, qui, en fait, quand elle a commencé à chercher sur ces données, elle s'est dit, mais où sont les femmes dans les années 30-40? Je regarde la population active. Ben oui, mais il lui manquait les femmes mariées, puisqu'elles étaient, surtout les plus qualifiées, retirées du marché du travail. Alors, ça a disparu dans les années 50, 60, pour des raisons toutes simples, c'est qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre et on ne pouvait plus se permettre de gâcher des capacités productives et de renvoyer les institutrices chez elles. Donc ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps qu'elle distingue et à qui elle a donné le nom de révolution tranquille, c'est la révolution tranquille de la pilule, de la maîtrise de la fécondité dans les années 60-70, qui a renversé les choses en permettant aux femmes de se projeter dans un avenir professionnel, avec la maîtrise des calendriers des naissances. Et donc là, c'est un changement, c'est-à-dire qu'avant, on avait des phases, donc les femmes commençaient leurs études, se mariaient, avaient des enfants, se retiraient du marché du travail, pour caricaturer un petit peu les choses. Et là, ça change. Là, elles peuvent maîtriser la fécondité, donc pousser leurs études jusqu'au bout, envisager des carrières professionnelles après leurs études. Et donc ça, c'est une perception du temps qui change pour ces femmes, parce qu'elles sont plus sous cette contrainte des enfants, elles peuvent décider du calendrier. Et ça a vraiment bouleversé le fonctionnement du marché du travail avec l'arrivée de femmes de plus en plus éduquées sur le marché du travail. Et enfin, la dernière rupture, c'est que, et on verra, c'est que maintenant, plus aucun métier n'est interdit aux femmes, elles participent, c'est considéré comme normal, mais néanmoins, comme on le verra, il reste toujours des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Et puis des écarts de carrière. Et elles ne font pas les mêmes métiers, c'est pas tout à fait pareil. Et là, de nouveau, Claudia Goldin a ouvert une nouvelle voie qui est de se pencher sur la question de l'usage des temps, l'usage du temps, et en faisant la distinction entre les travaux avides de temps, ceux pour lesquels il est normal de faire des longues heures ou de ne pas maîtriser les heures à laquelle on termine, et puis les travaux plus routiniers. Et en mettant l'accent sur le partage des temps, là, soudain, on refait venir la famille, les arrangements familiaux dans le fonctionnement du marché du travail. Et donc, c'est actuellement les travaux qui se développent le plus. Alors, après cette introduction brève sur Claudia Goldin, de quoi je vais vous parler dans la fabrique des inégalités de genre, de 3 points. Le premier, l'école, en me fondant sur les statistiques pour la France. Ensuite, une fois passé l'école, le marché du travail, l'entreprise. Et enfin, l'articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Alors, commençons par l'école et avec la fabrique des inégalités de genre. Donc quelque chose qui apparaît très clairement en utilisant donc un graphique de l'INSEE, c'est cette poussée éducative qui se voit ici. C'est une année donnée, on regarde par génération les proportions respectives de supérieur à Bac plus 2, baccalauréat ou équivalent, CAP, BEP, aucun diplôme. Alors vous voyez, parmi les 55-64 ans d'aujourd'hui, il y avait une très très forte proportion
de aucun diplôme, avec d'ailleurs plus de femmes que d'hommes qui n'avaient aucun diplôme. Au fil du temps, on voit, donc au fil des générations, on voit la poussée éducative, et on voit qu'elle a été beaucoup plus forte pour les femmes que pour les hommes. Si on regarde le dernier pour les 25-34 ans, où on a nettement plus de femmes à Bac plus 2 dans cette génération que d'hommes. Les hommes et les femmes ont progressé en Bac plus 2, mais les femmes plus que les hommes. Donc du point de vue quantitatif, il y a eu rattrapage et dépassement. Ce que vous savez aussi très bien, c'est que du point de vue des spécialisations scolaires, là par contre, on reste avec des dominantes masculines ou féminines. Donc là, c'est toujours dans les données de l'INSEE. Et donc c'est la proportion de femmes dans des disciplines données. Et donc ici, à plus de 80%, ce sont les formations paramédicales et sociales. Et à l'autre bout, très fortement minoritaire, 25%, c'est dans les formations d'ingénieurs et avec un recul au cours du temps. Donc on retrouve cette spécialisation genrée qui ne bouge pas trop. Hein. Il y a deux dates, 2010, 2011 et 2020-2021. Ça reste la même chose en 10 ans. Alors il y a quand même une seule chose quand même qu'il faut remarquer, c'est qu'en médecine, alors ici c'est mélangé médecine, odontologie et pharmacie, mais les filles sont devenues majoritaires en médecine. Là, il y a eu un vrai renversement. Mais à part ça, les filles vont plutôt dans les disciplines littéraires et les garçons dans les disciplines scientifiques. Mais ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur les revenus et les carrières. Donc là, j'ai repris un graphique d'Anne Boring et Braun qui ont fait une enquête sur à peu près 30 000 diplômés de master en 2016 et qui leur ont demandé leur salaire 18 mois après l'obtention du diplôme. Donc c'est vraiment les salaires à l'entrée. Et avec un code couleur, donc ici vous avez le pourcentage de femmes dans la discipline, dans cette enquête, et ici les salaires mensuels net médian 18 mois après le diplôme. Et donc ça se passe, ça se lit tout seul. Hein. En vert, c'est les disciplines sciences, techniques, santé. Ça va être les salaires médians les plus élevés. Et en bleu, c'est les disciplines lettres, langues et arts. Et vous avez les salaires médians les plus bas. Après, vous avez des choses intermédiaires, sciences humaines et sociales. C'est plutôt quand même vers le bas. Hein. Donc, le choix des spécialisations post-baccalauréat a vraiment des influences sur les champs de carrière possibles pour les filles et pour les hommes. C'est bien connu, mais là, ce graphique permet de visualiser les choses. Ce qui amène les économistes à se poser la question suivante, mais pourquoi les filles vont moins en sciences que les garçons et les garçons moins en lettres que les filles? Alors là-dessus, il y a eu vraiment beaucoup de papiers, de recherches. Il y a des choses qui se dégagent maintenant, qui commencent à être un peu solides. Une chose qui est solide, c'est que ça ne vient pas de différence d'aptitude innée. Ça n'a jamais été prouvé. Ça, c'est une voie qu'on peut écarter. Donc là, le second candidat à l'explication, c'est les stéréotypes de genre qui peuvent se former très tôt. La confiance en soi, la sous-estimation de ses capacités par les filles par rapport aux garçons, donc tout ça qui se construit socialement. Ça, c'est très vérifié à peu près dans toutes les recherches. Beaucoup plus débattu, c'est la question des attitudes des enseignants. Est-ce que ça peut nuire, orienter les filles vers les lettres et les garçons vers les sciences? Là, par contre, on n'a pas
de preuves évidentes là-dessus. Donc la confiance en soi, les normes sociales, c'est les meilleurs candidats pour expliquer ces choix d'orientation scolaire qui finalement déterminent les vies professionnelles au-delà. Alors comment rééquilibrer les choses? Une fois qu'on a eu le diagnostic, c'est pas facile parce que les normes sociales, c'est très très difficile à déplacer. Il y a quand même des expérimentations qui donnent espoir et qui sont une voie à approfondir, et c'est celle des rôles modèles. Alors, ça, c'est une expérimentation qui avait été faite par Thomas Breda et d'autres avec l'aide de la Fondation L'Oréal en 2015, et qui est particulièrement étonnante, moi je trouve, parce qu'elle consistait simplement à faire 1 heure d'entretien de scientifiques, femmes, qui pouvaient être soit des postdocs, soit des chercheuses de l'entreprise L'Oréal. 1 heure d'entretien dans une classe de terminale avec donc les garçons et les filles, de terminale scientifique quand même. Mais donc où il y avait, c'était avant les réformes, donc il y avait une spécialité S, et passait juste 1 heure à leur expliquer ce que c'était le métier de scientifique, quel était le salaire, combien on gagnait. Et alors il y avait bien entendu un groupe de contrôle qui n'avait pas l'heure d'entretien et les classes qui étaient expérimentées. Et là, alors de façon assez claire, il y a eu un impact mesurable, 3 points significatifs, 3 points de pourcentage de plus de filles qui vont, dans ces classes qui ont été traitées, qui vont s'orienter vers des classes prépa scientifiques. Donc ils vont changer leur orientation initiale parce que dans les autres classes, il n'y a pas eu ça. Donc ça marche en fait. Les rôles modèles, c'est pas cher, c'est pas très coûteux, ça marche, mais alors il faut le faire au bon moment parce que le même expérience mais faite sur les classes de première n'avait pas eu d'impact à long terme. Deuxième piste pour rééquilibrer, et qui va nous amener à la deuxième partie, c'est ce qui se passe dans le monde du travail. En fait, on peut penser qu'il va y avoir des rétroactions, c'est-à-dire que plus l'égalité sera évidente dans le monde du travail, moins les filles hésiteront à s'engager dans des professions plutôt à dominante masculine. En fait, c'est plutôt dans l'autre sens qu'on le voit, c'est qu'on voit que là où les milieux de travail sont toxiques et assez hostiles aux femmes, que les filles n'y vont pas, assez logiquement. Donc ça me permet de passer à la deuxième partie, le monde du travail. Alors, de nouveau, on commence par une approche un peu quantitative, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des égalités des chances dans l'accès à l'emploi? Alors ici, j'ai repris toujours l'INSEE, avec la variation du taux de chômage des femmes et des hommes de 1975 à 2020. Donc en bleu, vous avez le taux de chômage des hommes, en vert, le taux de chômage des femmes. Et donc ça, les taux de chômage sont ici, et là c'est la part des femmes parmi les chômeurs. Et donc on voit que la part des femmes parmi les chômeurs, elle décroît, elle devient inférieure à la moitié, et que aussi, une autre façon de dire les choses, c'est que les taux de chômage se rapprochent, voire même, à certains moments, les taux de chômage masculins sont supérieurs aux taux de chômage des femmes. Donc, question accès, ça a l'air d'être gagné. Mais, de nouveau, on peut se poser pas mal de questions sur est-ce qu'il y a vraiment... est-ce que les recrutements ne sont pas biaisés en défaveur des femmes sur certains métiers? Alors ici, je vais faire un tout petit passage par une expérience naturelle qui a été traitée par Golina Rose et qui est extrêmement célèbre.
c'est essayer de voir si lorsqu'on change les procédures de recrutement, ça change les chances des filles et des garçons. Et donc l'exemple qu'elles prennent, c'est celui des orchestres symphoniques aux États-Unis. Alors là, je vous fais juste une petite parenthèse. Je voulais illustrer avec un orchestre, donc j'ai trouvé ça, j'ai trouvé un petit graphique avec des orchestres qui étaient sortis d'un blog de CM1, CM2. Et puis quand j'ai regardé un peu plus les choses, donc en bonus, j'ai regardé, manifestement il y avait des musiciens hommes et des musiciens femmes, mais il y avait beaucoup plus de musiciens hommes que de musiciens femmes, et avec une ségrégation sexuelle évidente. Donc les harpistes sont des femmes. Et donc c'était un très très bel exemple de biais de genre, donc pour revenir sur les normes sociales, etc. Donc, alors je pense que la classe de CM1, CM2, c'est pas eux qui ont choisi ces images, mais ils se sont retrouvés avec des images qui ne font que renforcer une certaine vision des métiers hommes et des métiers femmes. Bon, je fin de la parenthèse. Donc je reviens à cette histoire de Goldin et Rose sur qu'est-ce qui se passe quand on change les modalités de recrutement. Donc le point de départ, c'était, donc vous avez ici la proportion de femmes embauchées dans les orchestres symphoniques de Chicago, Cleveland, New York, Boston. Donc ça peut être à 0%, hein, c'est-à-dire qu'ils embauchaient 0 femmes cette année. Et puis au fil du temps, on voit quand même que la proportion de femmes recrutées dans ces orchestres symphoniques passe à peu près la moitié. Alors, pourquoi? Alors, il y avait 2 explications en concurrence. La première, tout simplement qu'il y avait plus de candidates, parce qu'il y avait plus de femmes diplômées d'écoles de musique, donc qui pouvaient postuler à ce genre d'orchestre. Mais la seconde, qui était très intéressante, c'est qu'il y avait un changement dans les recrutements avec la mise en œuvre d'un rideau derrière lequel les candidats et les candidates faisaient une prestation musicale, si bien que le jury se fiait uniquement à leur audition, il ne pouvait pas voir qui était derrière le rideau. Et donc, avec plus d'impartialité. Et donc, la question, c'était, est-ce que c'est ce changement de mode, c'est-à-dire le passage à un mécanisme qui permet d'éviter un préjugé sur les femmes ou sur les hommes, qui a rééquilibré les recrutements. Alors pour la petite anecdote, sachez que les femmes qui passaient donc derrière un rideau, très souvent mettaient des très grosses chaussures et mettaient un pas lourd de façon à être sûres de ne pas être identifiées comme femmes. Alors le résultat, donc, alors la méthode, ça a été un peu compliqué parce qu'il a fallu reconstituer pour chaque orchestre le panel des auditions au fil du temps avec les candidatures femmes-hommes et en voyant ce qui se passait avant et après le rideau. Donc la conclusion, elle est très prudente dans son article, mais très nuancée, mais oui, il y a bien eu un effet rideau, c'est-à-dire qu'il y a eu une part des recrutements qui a été liée au fait qu'il n'y avait plus possibilité d'avoir un biais de genre. Alors cette recherche, elle a fait vraiment référence dans tout ce qui est mesure de la discrimination à l'embauche. Alors dans ce cas-là, on peut se dire, mais si c'est les recrutements qui sont un problème, peut-être que si on mettait des femmes dans les comités de recrutement, parce qu'on ne peut pas toujours mettre un rideau, c'est pas toujours possible, mais c'est même rarement possible. Mais si on mettait des femmes dans les comités de recrutement, est-ce que ça aurait un impact positif? Alors là, la réponse un peu surprenante, c'est que non, il ne faut surtout pas. Enfin, dans certaines conditions, ça ne marche
marche pas. Là, c'était une très, très jolie recherche de Baguès et Estes Vollard qui portait sur les recrutements en Espagne dans des métiers judiciaires, magistrats, greffiers. Alors, ça ressemble beaucoup au système français, c'est des formes de concours nationaux et qui se terminent par un oral devant des comités. Et c'est plusieurs milliers de candidats, donc ça fait beaucoup de comités, dont les compositions étaient variables en termes de sexe. Des fois, il y avait une femme, des fois 0, des fois 2, 3. On avait une variabilité des compositions des comités. Et le résultat le plus surprenant, c'est que dans les jurys non mixtes, c'est-à-dire composés, parce qu'il n'y avait jamais de jury non mixte femmes, donc les jurys non mixtes masculins, est plus favorable aux candidates qu'aux candidats, c'est-à-dire que ça leur donnait plus de chances. Et donc, dès qu'il y avait une femme dans le comité, ça nuisait aux candidats. Alors, de deux manières, à la fois parce que ça changeait le comportement des hommes, et ça a changé, et les femmes avaient tendance à être plus sévères vis-à-vis des femmes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas mettre de femmes dans les comités? Non. Ça veut dire surtout qu'il faut absolument avoir des formations au biais de recrutement avant d'entrer dans un comité. Et là, il y a pas mal de recherches qui montrent que mettre en place des formations là-dessus, ça marche. Alors, donc ça, c'est à l'entrée. Maintenant, si on se place dans l'entreprise, qu'est-ce qui arrive dans l'entreprise? On a des progrès indéniables, puisque les femmes représentent 42% des cadres en France aujourd'hui, donc ça marche mieux. Mais il y a toujours ce qu'on appelle un plafond de verre, c'est-à-dire une sous-représentation des femmes au sommet de la hiérarchie. Comment expliquer ce plafond de verre qui a été évalué plein de fois? Ça marche toujours. Plus vous prenez n'importe quelle entreprise, si vous regardez le top, vous voyez qu'il y aura proportionnellement moins de femmes. Alors, pourquoi? Alors, il y a des nouvelles approches là-dessus qui permettent de sortir un petit peu simplement de mécanismes trop connus pour s'intéresser au comportement et aux interactions entre les gens. Alors, premier truc, c'est que les milieux professionnels peuvent être toxiques et que ça décourage les femmes d'y faire carrière. Alors, je vous ai remis une statistique d'Elisabeth Algava qui avait mené une enquête en entreprise là-dessus, où on a quand même 8% des femmes et 1% des hommes qui déclarent des comportements hostiles, sexistes sur le lieu de travail. Et cette proportion monte à 15% pour les femmes dans les emplois masculins. Donc oui, il y a des variations de climat de travail qui peuvent évidemment avoir des conséquences sur la façon dont vous travaillez et votre carrière. Donc à partir de là, les économistes s'intéressent beaucoup aux stéréotypes de genre, au fait que alors c'est la phrase célèbre de Babcock, c'est « Women don't ask », c'est-à-dire que les femmes sont plus réticentes à s'affirmer, à demander des hausses de salaire, à demander des salaires à l'entrée importants. Et la même économiste Babcock vient de publier en 2022 un ouvrage assez étonnant avec 3 autres co-autrices qui s'appelle The No Club et qui recommande aux femmes d'apprendre à dire non lorsqu'on leur confie des tâches qui sont très très utiles pour la collectivité, mais qui leur rapportent rien. Alors elle donne alors c'est 4 scientifiques
ont fait le constat que dans leur université, elles se retrouvaient plus souvent que les autres à organiser le pot de départ d'un collègue, gérer les arrivées de nouveaux entrants, gérer un colloque dans tout ce qu'il y a de plus matériel, c'est-à-dire les pauses, les repas, etc. Et donc ça leur retombait tout le temps dessus. Et dans les entreprises, il y avait les mêmes phénomènes, c'est-à-dire que gérer le planning, ça retombait toujours sur une femme, plus souvent sur une femme qu'un homme. Tâches. Alors je vois immédiatement des sourires parmi les femmes parce que ça leur évoque tout de suite quelque chose. Ça marche toujours. Et tâches donc à la fois essentielles pour le fonctionnement de l'entreprise ou du milieu de travail, mais absolument pas reconnues et qui se font donc aux dépens de la carrière. Alors donc cet ouvrage, c'était à la fois c'est un manuel pratique pour apprendre à dire non à ce genre de tâches, mais c'est aussi très fondé sur leurs recherches elles-mêmes, sur ce qu'elles ont pu expérimenter pour aller plus loin dans la compréhension de ce phénomène. Alors je ne mets qu'un seul exemple, mais que j'aime beaucoup comme exemple. Là aussi, je pense que ça va éveiller des souvenirs chez vous. C'est une expérimentation donc, en laboratoire, extrêmement simple comme concept. Vous mettez 3 personnes derrière un ordinateur. Ça peut être 2 hommes, une femme, ou 2 femmes et un homme. Et ils ont 2 minutes exactement pour se décider s'ils vont cliquer sur la souris ou pas. Si personne ne clique, au bout des 2 minutes, chacun gagne $1. Si l'un d'entre eux clique, il va gagner $1,25 et les 2 autres $2. Donc vous voyez tout de suite le truc, vous avez intérêt à ce que ce soit l'autre qui clique. Et le résultat ici, vous le devinez, c'est que les femmes vont cliquer 1,5 fois de plus que les hommes dans ces groupes mixtes. Alors, toujours à la dernière seconde, hein, mais si elles craquent au bout à 1 minute 58, elles craquent, elles cliquent. Et beaucoup plus souvent donc que les hommes. Si on fait des groupes non mixtes, hommes ou femmes, les taux de clics vont être les mêmes, ils vont être plus bas. Donc à la fin, il y aura quand même un homme qui va cliquer dans les groupes où il n'y a que des hommes. Enfin, de temps en temps, un homme clique, hein, quand même, c'est pas... Mais en moyenne, c'est plus souvent les femmes que les hommes. Et il y a un prolongement dans cette expérience qui est intéressant, c'est qu'elles ont organisé ça. Alors cette fois-ci, elles ont changé un tout petit peu le protocole. Donc le deuxième protocole, donc, qui se fait à 4, il y a un manager et toujours les 3, avec toujours des groupes mixtes. Et cette fois-ci, le manager, entre guillemets, doit demander à quelqu'un de cliquer. Et après, donc, la personne accepte ou refuse. Si elle refuse, tout le monde a perdu, c'est $1. Si elle accepte, c'est toujours le $1,25 et $2 pour les autres. Et $2 pour le manager. Vous devinez là encore assez aisément le résultat, c'est que quand le manager est un homme, il va s'adresser en priorité à la femme dans le groupe, ou à une des 2 femmes. Mais quand le manager est une femme, aussi, elle va s'adresser en priorité à une fille, à une femme dans le groupe. Parce que c'est complètement rationnel. Tout le monde a anticipé, y compris les femmes, qu'elles ont plus tendance à dire oui que les hommes. Et donc, si vous voulez que le groupe gagne, il faut demander à la personne qui est le plus susceptible de craquer et de cliquer. Et cette personne, c'est une femme, que vous soyez un manager homme ou un manager femme. Donc les solutions qu'elle propose à partir de là, c'est d'apprendre à dire non et à faire tourner les tâches ingrates.
Alors, à part ça, que faire dans l'entreprise pour, au-delà de ces histoires de tâches et de milieux toxiques, pour améliorer l'égalité? Alors, il y a des choses qui sont en débat encore sur la question des quotas. D'abord, la question, est-ce que c'est efficace de mettre des quotas de femmes à certains endroits? Et d'autre part, est-ce que ça va avoir des impacts sur les autres femmes? Les résultats sont ambigus là-dessus. Alors, on a l'expérience de la loi Copé-Zimmermann de 2011 qui impose qu'il y ait 40% de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Elle est appliquée. La loi est appliquée, les 40% sont atteints. Est-ce que ça a changé les choses? C'est pas clair. C'est absolument pas clair. C'est pas clair sur si ça a changé quelque chose dans la politique de l'entreprise. En revanche, ce qui est absolument clair et qui a été établi, en tout cas pour les entreprises françaises, dans ces conseils d'administration, vont se retrouver dans les positions les plus basses du conseil d'administration. Ils vont avoir les rémunérations les plus basses. Donc il va y avoir une réplication au niveau du conseil d'administration de la localisation des femmes, une sorte de plafond de verre qui se reproduit dans le conseil d'administration. Alors aussi, est-ce que c'est efficace pour l'égalité professionnelle? Comme je vous dis, c'est pas tranché comme débat parce qu'il y a ce qu'on appelle le quit bid syndrome qui apparaît dans certains cas, c'est-à-dire de fait que les femmes arrivées au sommet vont avoir des attitudes négatives envers les autres femmes qu'elles vont considérer comme des rivales qu'il faut les tenir à distance. Là encore, je ne vous ai pas mis je ne vais pas trop le développer parce que ça va dans tous les sens, hein, cette histoire-là. C'est pas très, mais je le signale parce qu'on l'invoque quelquefois. Ce qui paraît un tout petit peu plus sûr, c'est que lorsque votre manager direct est une femme, il y a peut-être un petit peu moins de désavantages pour vous. Mais c'est à prendre avec précaution. Donc les quotas, ça ne va pas être une solution miracle. Beaucoup plus prometteuse, c'est la question des modalités de promotion et la transparence. Avoir des mécanismes bien clairs de promotion, bien transparents, a un impact positif sur les carrières des femmes. Là encore, il y a une recherche extrêmement précise d'Hospido et Labo en 2022, qui est parue en 2022, qui permet d'avoir identifier bien les choses, parce qu'elles ont pu suivre réellement les promotions individuelles pendant 14 ans, de 2003 à 2017, à la Banque centrale d'Espagne, et elles ont eu la chance qu'il y ait eu un changement de politique dans cette banque en 2010, avec l'affirmation qu'il fallait une politique de mixité, donc très, très affirmée, et qui s'était doublé par du mentoring, c'est-à-dire le fait que les jeunes avaient des référents plus expérimentés qui pouvaient les guider dans leur choix de carrière. Donc il y a deux périodes dans cette entreprise, de 2003 à 2010, de 2010 à 2017. Et le résultat, c'est qu'il y avait, avant 2010, un écart de promotion en défaveur des femmes qui se résorbe complètement à partir de 2010 parmi les candidats. C'est-à-dire qu'avant, les candidates avaient moins de chances que les candidats. Après, c'est pareil, il n'y a pas de différence. En revanche, il reste quand même des choses parce que les femmes mettent plus de temps que les hommes à postuler pour des promotions. Elles mettent aussi, donc il y a toujours le côté offre de travail, réticence des femmes à s'affirmer, qui est un peu contré par l'effet positif du mentoring sur la carrière, c'est-à-dire que les femmes plus suivies par un mentor vont moins hésiter à postuler.
Et puis alors, dans le même temps, il y a eu le développement de pratiques horaires flexibles qui ont peut-être aussi contribué à ce que les femmes se positionnent pour poursuivre leur carrière. Donc là, alors ça c'est l'étude la plus célèbre et la plus solide, mais c'est répété assez souvent. Dès qu'il y a vraiment de la transparence dans les procédures de promotion, ben, ça marche mieux pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et j'en arrive à la dernière partie, à savoir l'articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle, parce que pour l'instant, ben en fait, le facteur 1 des inégalités entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire l'éléphant dans la pièce, j'en ai pas parlé, c'est la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Alors ce qu'on sait, ce qui a été vraiment établi dans pratiquement tous les pays de l'OCDE, c'est que la principale cause des inégalités de revenus et de retraite entre les femmes et les hommes aujourd'hui, c'est les questions des maternités. Ça explique 80 à 90% des écarts de revenus. Alors, des écarts de revenus sur la vie, c'est-à-dire comprenant les périodes d'inactivité, les périodes de retrait du marché du travail, les passages à temps partiel, etc. Donc c'est ça, déjà, le principal vecteur pour améliorer l'égalité professionnelle, c'est cette question de vie familiale, d'articulation entre les deux. Alors, dans le cas de la France, on a, avec Pierre Perrin, on a étudié un peu cette question-là. Alors, je vais expliquer un peu les graphiques. Donc, on a pris l'ensemble des salariés du secteur privé, entre 20 et 59 ans, qui ont au moins travaillé 1 heure dans le secteur privé entre 1995 et 2015. Donc, qui ont eu au moins 1 heure d'activité, parce que du coup, ils apparaissaient dans nos fichiers. Et on a regardé ce qui se passait sur leur revenu total, c'est-à-dire la totalité de ce qu'ils perçoivent dans l'année. Donc s'ils ne travaillent que 6 mois, ben, c'est compté que sur 6 mois, et donc ça fait 6 mois de revenus à zéro, avec des maternités. Alors ici, l'année 0, c'est l'année de la maternité ou de la paternité, c'est-à-dire l'année de naissance de l'enfant. Donc pour toutes les naissances, qu'elles aient lieu en 2010, en 2012, en 2013, c'est la même année 0, et on regarde ce qui se passe. Donc ici, en bleu, ben, c'est les pères. Comme vous pouvez le constater, il ne se passe pas grand-chose. Après, une fois devenu père, ça augmente un petit peu à la fin. Et voilà, pour les mères, le choc maternité, qui nous fait quand même une décrue, il faut regarder à partir de là, de l'année 1, une décrue du revenu salarial d'à peu près 30%, qui ne s'améliore pas. Alors attention, nous parlons bien de revenu salarial, ce qui veut dire que ça comprend les périodes d'interruption de carrière, de retrait du marché du travail. Et donc lorsqu'on décompose cette chute en 3 motifs, participation, heures rémunérées, c'est-à-dire le passage à temps partiel, et le salaire horaire, ben on voit que la principale responsable de la chute, c'est le retrait du marché du travail. C'est ne pas participer, ne pas se retirer entièrement. Ou se retirer partiellement, en passant en temps partiel, qui donc affecte le revenu total. Et le salaire horaire aussi, qui décroît par rapport à celles qui n'ont pas eu d'enfants, donc qui décroît parce que les carrières sont moins favorables. Donc on a les 3 facteurs qui jouent à des degrés divers. La participation joue fortement, le passage en temps partiel aussi, mais également le déroulement de carrière. Alors on sait toujours par rapport aux d'enfants qui n'ont pas eu leur premier enfant à la même période,
que ça se mesure, et donc il y en a qui vont grimper plus vite en termes de carrière. Alors, de nouveau, que faire? Que faire? Alors, on peut se dire, si elles se retirent du marché du travail, c'est parce qu'elles ont des problèmes de garde d'enfants. Donc une solution évidente, c'est d'ouvrir des crèches. Solution évidente qui ne fonctionne pas très très bien, en fait. Il y a eu des études de Camille Landais pour l'Autriche, il y a eu des études de Pierre Porra pour la France. L'ouverture des crèches n'a pas d'impact fort, ou même pas du tout, sur le taux de participation des femmes avec enfants. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en ouvrir, parce que celles qui les utilisent, elles préfèrent avoir des crèches, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas le remède miracle pour stopper la chute de la participation, dont on a vu que c'était le principal motif d'inégalité. Et donc on en revient toujours, une troisième fois, après l'éducation, après les promotions, aux histoires de mentalité. Et là, en ce moment, se développe la question des congés paternité. Est-ce que ça peut affecter les mentalités, rééquilibrer le partage des tâches domestiques et donc le partage des tâches salariées? Alors, le congé parental des pères, il y a beaucoup d'attentes derrière. D'abord, on pense que ça permet aux parents de garder leur enfant à la maison, et que ça, c'est une forte demande, une forte préférence des parents. Et je vous dis, il y a cette idée que ça peut agir sur le partage des tâches domestiques en général, que ça a un effet positif sur les enfants, que ça va changer les mentalités dans la société, changer les mentalités dans l'entreprise, voire même impacter la fécondité. Alors là, je vous mets un graphique donc repris du discours de Claudia Goldin à la réception de son prix, qui est une simple corrélation, mais qui est assez intéressante. Donc ici, vous avez l'écart horaire, enfin le nombre d'heures par jour qu'en moyenne les femmes consacrent aux tâches domestiques en plus des hommes. Donc l'écart, donc ici, c'est-à-dire qu'en moyenne, ça ferait 1 heure de plus par jour des femmes par rapport aux hommes pour les tâches domestiques. Et ici, vous avez le taux de fécondité moyen. Et là, les pays. Et quand on regarde, quand on regarde les pays, la Suède, où on est à quasi-égalité du partage des tâches, est aussi un pays où le taux de fécondité est à 1,7. La France est à 1,8, avec un partage des tâches qui est moins favorable qu'en Suède. Mais en gros, plus le partage des tâches est défavorable, pensez à la Corée, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, le Japon, plus les taux de fécondité sont bas. C'est-à-dire que les femmes préfèrent pas faire d'enfants que de les faire dans ces conditions-là, ce qui peut se comprendre. Donc effectivement, cette histoire d'égalité dans le partage des tâches, ça a des conséquences aussi sur le fonctionnement de la société, voire même sa fécondité. Alors, la position française, je le rappelle brièvement ici. Donc, il y a depuis 2024, le congé paternité s'est allongé à 25 jours. On avait déjà une loi de 2013 où il y avait 6 mois réservés aux pères sur les 3 ans de congé parental, mais qui en fait sont revenus à diminuer la durée du congé parental pris par la mère parce que les pères ne l'ont pas pris, ce qui s'explique aussi par le fait que l'indemnité de congé parental est forfaitaire et égale à 573 €, donc c'est pas très attractif. Et donc, ce qu'on constate en France, c'est que le congé parental d'1 an ou 3 ans, enfin 2 ans et demi maintenant, sont les mères payées au voisinage du SMIC qui ont le plus recours, ce qui est assez logique. Mais il y a un pays qui est différent, c'est la Suède. La Suède où
il y a 1 an de congé parental qui est rémunéré avec 75 à 80% du salaire, donc on est loin de 573 €. Et il y a donc 10 jours de congé paternité à prendre dans les 60 jours, qui est largement pris. Puis après, s'ouvre le congé parental qui est ouvert au père et aux mères, mais c'est en général les mères qui le prennent. Et alors en 1995, il y a eu une réforme où il y a eu 1 mois de ce congé parental qui était réservé au père, sinon perdu. Et cette réforme s'est appliquée pour toutes les naissances à partir du 1er janvier 1995. Donc si vous étiez né le 31 décembre 1994, vous n'y avez pas droit. Si vous êtes né le 1er janvier, vous y aviez droit. Ce qui faisait une expérience naturelle extrêmement claire, puisqu'il y avait les naissances avant, les naissances après. Donc ça, c'est ce qu'a exploré Ekberg et les autres, en donc 2 groupes de contrôle, les enfants nés avant le 1er janvier 1995 et après. Et ce qu'ils ont rajouté, la vraie originalité, c'est de suivre sur 8 ans pour voir s'il y a des effets à long terme de ce mois supplémentaire accordé aux pères, enfin ce mois réservé pour les pères. Donc la question était, est-ce que ça a changé leur relation avec leurs enfants? Et pour mesurer ça, c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas se faire sur le déclaratif, on ne peut pas faire sur... Enfin, il y a plein de variables qui ne vont pas. Donc ils en ont trouvé une qui est très très jolie, c'est qui va chercher, qui s'occupe de l'enfant malade lorsque ça arrive, qui donc quitte son travail pour s'occuper de l'enfant malade. Sachant que, en Suède, des absences pour enfants malades qui sont reconnues, qui vont jusqu'à 60 jours par an et qui vont jusqu'à ce que l'enfant ait 12 ans et qui sont largement indemnisés, 75-80%. Donc, oui, c'est la Suède. Hein. Et donc, la question est, alors, comme on ne peut pas prévoir la maladie de l'enfant, ici, on avait quelque chose de complètement aléatoire et de mesurer, quelques années après, si le père allait changer, les pères qui ont pris le mois supplémentaire vont être plus souvent sollicités pour aller chercher, pour s'occuper de leur enfant malade. Alors, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Premier point, est-ce que le congé paternel a été pris, ce mois supplémentaire? Ce n'était pas du tout obligatoire, ils pouvaient ne pas le prendre. Dans ce cas-là, c'était perdu. Eh bien, là, vous voyez les enfants nés avant le 1er janvier 1995, les enfants nés après, il n'y a pas photo. Les pères ont bien pris le mois supplémentaire. Et ça s'est traduit, comme ils l'ont pris sur le congé parental, mécaniquement, les mères ont eu moins de mois de congé parental, 1 mois en moins. Donc ça a bien marché. Ça veut dire que la réforme, qui était quand même sur la base du volontariat, elle a fonctionné. Mais, est-ce que ça a changé les comportements? Non. Là, c'est toujours le même principe. Vous comparez ce qui se passe pour les enfants nés avant le 1er janvier 1995 et ceux après, et le pourcentage de pères qui prennent, donc qui vont s'occuper des enfants malades. Bon, il y en a quand même pas mal qui s'en occupent, ça fait 33%, mais ça ne bouge pas. Avant, après, il n'y a pas eu de changement des comportements. On aurait pu espérer qu'ils seraient plus impliqués. Non, rien du tout là-dessus. Donc, alors évidemment, on peut se dire, ce n'était qu'1 mois, c'était il y a longtemps, peut-être que ça a changé. Les autres recherches dans ce domaine montrent que... Il y a une seule recherche, et je vais terminer là-dessus, qui donne plus d'espoir. C'est au lieu de se dire on a un congé parental, on va le partager entre le père et la mère,
c'est de se dire, mais en fait, les jeunes parents, quand le bébé arrive, de quoi ont-ils besoin? Ils ont besoin de temps. On revient sur cette histoire de le temps est la variable fondamentale. Et en Suède, toujours en Suède, ils ont introduit un congé parental simultané de 30 jours. C'est-à-dire père et mère prennent le congé parental ensemble. S'ils le veulent, hein. C'est toujours du point de vue de volontariat. Et l'impact mesuré par Persson, Petra et Rossin-Slater de cette réforme, il est très net. C'est une amélioration de la santé physique et mentale des mères. Parce que ce mois en commun permet une meilleure organisation, permet aux mères d'aller chez le docteur facilement, on va avoir leurs rendez-vous médicaux. Ça facilite les choses et ça, du coup il y a un vrai partage des tâches pendant ce mois, c'est ce qu'elle constate, entre les pères et les mères. Donc ça, c'est peut-être une voie. Alors il faudrait voir ce que ça donne à long terme sur l'implication des pères dans les tâches domestiques, sachant qu'en Suède, il y en a déjà beaucoup. Mais je trouve que c'est intéressant ici de changer un peu le truc, au lieu de découper le temps, de penser à l'articulation au sein de la famille des tâches. Donc voilà, donc en conclusion, comme ça il y aura de la place pour le dialogue. En conclusion, donc sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, on a des approches qui sont de plus en plus diversifiées, de plus en plus, qui touchent de plus en plus à la vie quotidienne, mais les problèmes restent. Alors le côté négatif de tout ça, c'est que les politiques à mettre en œuvre sont complexes, parce qu'on touche aux normes sociales, on touche à des choses vraiment critiques. Et puis, des fois, on peut se tromper. Pensez à cette histoire d'introduire des femmes dans les comités de recrutement et que ça se retourne contre les candidates. Donc, il faut vraiment réfléchir, tester, expérimenter avant de mettre en œuvre des politiques efficaces. Mais il y a un côté positif quand même à tout ce champ disciplinaire, toutes ces réflexions qui sont vraiment très présentes. C'est cette prise de conscience des interactions entre la famille et le travail. La famille est entrée dans l'entreprise, dans les grandes entreprises, hein, dans celles qui sont plus ouvertes sur ce questionnement-là. Mais les entreprises ne peuvent plus ignorer ce qui se passe dans les familles, ce qui se passe avec l'articulation de la vie familiale et la vie professionnelle. Et c'est un discours qui s'étend. Je veux dire, moi j'ai entendu dans une grande entreprise, il y a eu un vrai débat sur la paternité, la place des pères, le fait qu'ils doivent pouvoir quitter la journée plus tôt pour aller chercher leur enfant à la crèche. Il y a une prise de conscience, pas chez toutes, mais dans certaines entreprises qui sont bien en avance là-dessus et qui se rendent compte que pour fonctionner et pour attirer et retenir des gens comme elles le veulent, enfin qui travaillent, elles ne peuvent plus ignorer ce qui se passe en dehors de l'entreprise. Et c'est là-dessus que je terminerai et je vous remercie pour votre attention. Donc on va prendre les questions et on a recruté 2 hommes pour passer les micros. Pour faire les tâches, faire les tâches qui sont utiles et qui pourtant sont en général assez peu valorisées. Hein ? Bon alors peut-être sur une note d'espoir, mais c'est peut-être un peu tôt. Je me demande dans quelle mesure on peut considérer que la Covid n'a pas eu un effet positif. Peut-être parce que les hommes ont davantage... Alors ça, c'est une spéculation.
peut-être que tu as des informations là-dessus, Oh, ont davantage oui. participé aux tâches de famille, aux tâches domestiques, et que ensuite ça s'est perpétué. Puis peut-être également à travers le télétravail qui a pu se développer. Alors, est-ce qu'il n'a pas davantage touché les femmes que les hommes? Est-ce que ça a encore accentué la division travail au sein du ménage? Voilà. Donc est-ce qu'il y a des choses peut-être très actuelles qui peuvent changer un peu la tendance? C'est une excellente remarque. D'ailleurs, je voulais faire un slide sur le télétravail. Non, ça a empiré les choses. Pendant le Covid, ce qu'on a vu aussi, ce qui a été très analysé par l'INED avec des enquêtes, mais dans tous les pays aussi, ça a été fait pareil. Bon, ça n'a pas été le même pour les femmes et pour les hommes, hein, le confinement. C'est-à-dire que sur les femmes, sont retombées énormément de tâches, de coordination, les écoles et tout ça. Pour les hommes, ça a été plutôt se charger de tout ce qui est course, de pouvoir sortir. Donc ils n'ont pas eu les mêmes confinements. Et après, en termes de télétravail, c'est pas très probant, c'est pas très en faveur des femmes, toujours parce que ça enferme dans la sphère domestique. Donc les femmes vont se retrouver en multitâches et donc à gérer tout et au-delà, à ne pas avoir d'espace à elles pour le travail, tandis que plus souvent, quand c'est possible, l'homme va avoir un bureau. Elle va avoir donc sa pièce de travail. Et là on repense à Virginia Woolf, avec une chambre à soi, c'est-à-dire la condition pour travailler bien, il faut avoir de l'espace. Donc non, ça ne fonctionne pas. Et puis il apparaîtrait aussi, alors le télétravail, là par contre c'est un peu, c'est très préliminaire, mais apparemment ça a eu des effets négatifs sur la santé en général, hein, tant des hommes que des femmes. Mais c'est encore préliminaire, ça. C'est une recherche d'Éric Morin actuelle. Donc non, c'est pas là que ça va jouer. Sauf à apprendre à dire non. Du coup, on a peu de données et d'éclairage sur les modalités d'accompagnement des parcours, et notamment se pose la question des parcours professionnels de ces femmes, puisque c'est, voilà, vous le disiez, des choix, de la mobilité. Voilà. Merci. Alors, sur la fonction publique en France, je n'ai pas connaissance d'expérimentation. Ça c'est sûr. Par contre, j'ai fait pas mal de recherches sur le sujet et on avait étudié, alors c'était avant la réforme dont vous parlez, mais on avait étudié les hiérarchies entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire, je vais essayer d'expliquer, on a comparé le secteur privé et la fonction publique sur les écarts entre les femmes et les hommes. Alors, en termes de rémunération, c'est très simple. Dans le privé, c'est plus grand que la fonction publique. Là, il n'y a pas de doute. Mais cette différence vient aussi du fait que les salaires du secteur privé sont beaucoup plus dispersés. Et donc, quand une femme perd une promotion, elle perd beaucoup. Quand elle ne franchit pas la marche, ça la recale. Tandis que dans la fonction publique, ça se voit moins. Donc, on a élaboré une méthodologie pour comparer, alors non pas les salaires absolus, les rémunérations absolues, mais les positionnements respectifs, c'est-à-dire en classant tout le monde du top 1 au plus bas. Donc on a une échelle. Et donc que vous soyez, si vous passiez de 2000 à 4000, vous passez du rang, je ne sais pas moi, 3 à 4. Mais si vous passez de 2000 à 2010 euros, vous passez aussi du rang 3 à 4. Vous voyez, on fait un classement des salaires sans tenir compte des écarts. Ce qui nous permet ensuite de voir où se positionnent les femmes et les hommes dans cette échelle, qui est une échelle de rang, de classement. Alors, c'est pas mieux dans la fonction publique que dans le secteur privé. C'est-à-dire que vous avez toujours
le plafond de verre, il est d'une ampleur comparable des deux côtés, une fois qu'on a gommé l'effet haute rémunération. Nuance quand même, il y a des secteurs de la fonction publique où il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes en termes de déroulement de carrière. C'est dans la magistrature. Et qu'est-ce qu'on a dans la magistrature? La transparence des promotions. Tout le monde sait où est chacun, tout le monde peut candidater, enfin, c'est très transparent. Et on avait regardé, je pense que ça vous intéresse, dans l'enseignement, dans les professeurs certifiés et agrégés, donc les professeurs titulaires, il y a un plafond de verre extrêmement élevé dans ces professions. Donc ça, je réponds que partiellement à votre interrogation, mais ça, on peut vous le dire qu'il y a aussi des inégalités femmes-hommes dans la fonction publique, mais qu'elles sont masquées par la compression des salaires. Alors l'accompagnement parcours, je n'ai pas connaissance de recherche dessus, ça serait très intéressant d'avoir du mentoring, effectivement, mais je n'ai pas entendu de choses là-dessus. Ça existe peut-être, hein, c'est que je ne sais pas. Bonsoir, merci pardon pour votre intervention. Je suis aussi dans l'éducation nationale, je travaille dans l'établissement scolaire. On nous demande de mettre en place des actions pour promouvoir l'égalité filles-garçons, hein, au-delà de l'égalité professionnelle. Je voulais savoir si on a déjà des projections sur ce changement de mentalité. Oula, je crois pas. Est-ce qu'on étudie, est-ce qu'il y a des études faites sur qu'est-ce que ça va devenir? Où on en est encore à des études de constat, en fait, par rapport au graphique que vous montrez? Alors, on ne fait pas que du constat. Je pense que quand on fait des expérimentations comme celle que j'ai citée sur le rôle modèle, les interventions en école, alors évidemment, c'est toujours localisé, etc., mais ça donne quelque chose de causal, c'est-à-dire qu'on sait que ça marche. Le mécanisme n'ayant pas été généralisé, on ne peut pas faire de projection là-dessus. Mais c'est certain quand même qu'on a sur l'école, sur ce qu'il faut faire, pas faire en termes d'égalité femmes, filles, garçons, on commence à bien maîtriser les choses. Et je veux dire, les histoires de rôle modèle, ça fonctionne, les histoires de mixité, ça fonctionne. En revanche, des projections, non, parce qu'il n'y a pas de généralisation de politique, donc on ne peut pas vraiment vous faire une projection là-dessus. Et puis, il ne faut pas quand même oublier que vous devez mieux le savoir que moi, que c'est un sujet extrêmement difficile à aborder parce qu'il y a la résistance des familles. Si vous vous souvenez des ABCD de l'égalité, qui avaient été pour l'école primaire, ça a échoué. Alors là, ça aurait été une vraie politique globale dont on aurait pu mesurer les effets et faire des projections. Et ça a été rejeté par les familles. Est-ce qu'on sait si la femme, finalement, elle ne serait pas plus productive quand il y a de meilleures conditions pour les congés maternité, dans un sens où peut-être que quand elle est au travail, elle pense moins à la famille? Est-ce que l'entreprise n'aurait pas intérêt à donner de meilleures conditions de congé? Alors oui, je veux dire, c'est un petit peu ce qui a été prouvé dans le dernier papier. Oui, bien sûr, c'est pour ça que l'entreprise s'inquiète des familles, c'est parce que ça a des répercussions sur la productivité des parents. Mais vous parlez que des mères, les pères aussi. C'est les deux. Le changement, ça sera quand on aura les deux qui seront... que l'enfant s'occupera du père et de la mère, articulera mieux les deux. Par exemple, tenez, il y a une injustice institutionnelle dont je n'ai pas parlé ici, qui est le fait du mercredi scolaire, enfin plutôt du mercredi où les enfants n'ont pas école. Il n'y a qu'en France qu'il y a cette histoire de mercredi non travaillé, et du coup les femmes salariées souvent prennent leur mercredi, c'est les 80%. C'est assez classique.
Quand il y a eu la loi pour que le mercredi soit scolarisé, enfin qu'il y ait école le mercredi, on a pu analyser le comportement des mères face à ce mercredi de nouveau donc en scolarité. L'effet a été immédiat. Les mères, une grosse partie des mères, surtout les plus qualifiées, ont retravaillé le mercredi. Ce qui veut dire que ça les remettait en fait dans le bain normal de l'entreprise. Elle ne s'arrête pas le mercredi, l'entreprise. Et donc ça avait eu un effet positif sur leur salaire. On est revenu en arrière, l'effet était perdu. Mais là, c'est une vraie injustice institutionnelle. Alors, ça ne serait pas une injustice genrée si les pères prenaient leurs 80%. Ce serait juste une injustice institutionnelle vis-à-vis des parents contre ceux qui n'ont pas d'enfants en âge scolaire. Mais il se trouve que c'est massivement les mères qui prennent leur mercredi, donc leurs 80%, donc ils se retrouvent un peu marginalisés pendant cette période. Merci. Bonsoir. J'aurais aimé savoir s'il y avait des études concernant l'exception à la règle, c'est-à-dire les rares qui franchissent le plafond de verre. Est-ce que c'est purement un aléa statistique ou est-ce qu'il y a des caractéristiques qu'on retrouve communes? C'est une bonne question, ça. Parce qu'effectivement, on s'intéresse de plus en plus aux outliers. Mais je cherche là, frénétiquement, je ne vois pas d'études là-dessus. À part, non, c'est plutôt chez les psychologues que vous allez trouver des études de ce genre-là, mais pas chez les économistes. Mais c'est une bonne question, ça. C'est un bon thème de recherche. Bonsoir. Est-ce que, selon vous, on pourrait atteindre l'égalité professionnelle ou est-ce seulement un rêve? Ou sinon, est-ce qu'on peut seulement diminuer les effets de cet écart? C'est compliqué, là, comme question. C'est très, très compliqué. Parce qu'en fait, on peut le voir des deux côtés. C'est-à-dire que les choses ont quand même beaucoup bougé. Si vous prenez l'histoire des femmes mariées qui étaient obligées de démissionner de leur boulot, et aujourd'hui, on a des évolutions énormes dans le temps. Mais à chaque fois, d'autres problèmes se posent. Donc, on a l'impression qu'on piétine, alors qu'il y a des choses qui avancent. Alors, on va faire une réponse d'économiste, c'est-à-dire extrêmement nuancée. C'est-à-dire essayer de traquer les facteurs qui seraient les plus efficaces pour faire avancer l'égalité professionnelle. Subjectivement, je pense que ça se joue à l'école, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire dans ces choix de spécialisation scolaire. Parce que c'est une histoire d'effet d'entraînement. Si vous avez plus de garçons dans les filières littéraires et de filles dans les filières scientifiques, ça va changer la composition des entreprises. Elles pourront recruter... Il y aura plus de filles en informatique, par exemple, qui est un milieu extrêmement masculin et toxique, alors qu'il était féminin avant. Donc il n'y a absolument aucune raison que les filles ne fassent pas de la programmation informatique. Si ce n'est le côté masculin qui peut être très toxique. Et il ne faut quand même pas non plus penser que c'est facile, parce qu'il y a une partie des hommes qui préfèrent rester dans un... De même qu'il y a une partie des femmes qui préfèrent rester dans un contexte féminin. Donc on touche aux normes sociales, on touche à des trucs compliqués. Néanmoins, ma conviction, c'est que ça passera par l'éducation et par des changements dans les orientations scolaires des filles et des garçons, pour faire avancer les choses. Dans, je ne sais pas moi, 30, 40, 50, 60 ans, de toute façon, la planète aura brûlé d'ici là. Bonsoir. J'ai une question. Vous n'avez pas abordé cela lors de votre présentation. C'était le lien qu'on pourrait faire avec les niveaux de développement des pays. Vous avez fait des comparaisons selon les pays, notamment dans la Suède, où effectivement les lois sont plus avantageuses pour l'égalité hommes-femmes. Mais
est-ce qu'on peut faire des comparaisons, notamment entre des pays développés, où les lois sont beaucoup plus en faveur de l'égalité hommes-femmes, et puis les pays en voie de développement ou sous-développés, dans lesquels, effectivement, peut-être qu'on retrouve beaucoup plus ou pas, je ne sais pas, des inégalités qui sont plus fortes entre les hommes et les femmes. Voilà, merci. Oui, je vois. Alors, c'est difficile de comparer les deux parce que c'est vraiment des contextes différents. Par exemple, on a moins de problèmes sur la conciliation vie familiale, vie professionnelle, enfin avoir des enfants et travailler dans les pays développés. C'est beaucoup moins un problème que dans les pays OCDE. Donc les choses ne se passent pas de la même manière. J'aime pas trop les comparer. Pour ça, je préfère dans un univers aussi bien plus homogène, parce qu'on peut mieux penser que ce qu'on observe en Suède, on peut l'observer en Allemagne ou en France, même s'il y a des hétérogénéités, que dans les pays en développement. Alors, en revanche, quand même, dans les pays en développement, il y a tous les travaux d'Esther Duflo qui sont hyper intéressants sur le rôle des femmes. Par exemple, un de ses papiers les plus célèbres, c'est que c'est en Inde, quand on a mis des femmes mères, en fait, c'était juste pour le décorum, en fait, c'était pour satisfaire une obligation légale, mais elles étaient, normalement, elles ne devaient rien faire, hein, elles étaient juste là comme potiches. Et en fait, le simple qu'elles soient mères avait changé les politiques publiques, avec plus de soins apportés aux structures, à des choses plus collectives et moins des dépenses somptuaires. Donc rien que ça avait changé les choses. Alors ça, par contre, on l'a retrouvé aussi dans les pays États-Unis, France, tout ça. C'est-à-dire que quand les femmes sont plus en politique, ça a été analysé, ça change quand même les thèmes abordés, les contours. Donc ça, mais sinon, ben non, les pays du Sud, c'est quand même beaucoup d'autres problématiques. L'accès au crédit, l'accès à l'éducation, c'est pas vraiment... Je pense qu'il faut... C'est un terrain sur lequel je ne veux pas m'avancer parce que, un, je ne connais pas assez, et deux, je pense qu'il y a d'hétérogénéité trop forte. Mais les problèmes se poseront aussi pour elles. Ah si, il y a quand même quelque chose qui est assez remarquable, c'est l'histoire du choix de spécialisation en mathématiques ou en filière scientifique. Les filles des pays du Sud, pour aller vite, ont proportionnellement plus tendance à aller vers les filières scientifiques que les filles des pays du Nord. Alors, l'explication qui est avancée là-dessus, c'est que dire que dans les pays du Nord, elles vont trouver un boulot. Peu importe lequel, elles vont le trouver. Donc les normes sociales que les femmes ne sont pas faites pour les sciences peuvent s'établir à plein. Tandis que dans les pays du Sud, on peut supposer que les filles savent que c'est difficile de trouver un job et qu'elles vont tout de suite dans la filière qui est la plus prometteuse. Mais je veux dire, je ne veux pas trop parler de ça parce que je pense que je ne suis pas compétente. Oui, vous avez un peu anticipé ma question. Moi, c'est un peu sur la sphère politique. Je me pose des questions. Pourquoi il y a autant d'inégalités? D'autant plus que quand même les décideurs, c'est le suffrage universel. Il y a autant d'hommes et de femmes. Et comment se fait-il que les femmes ont du mal quand même à percer dans le milieu politique? Vous parlez de la France parce que... En général, quand même. En général, oui. De toute façon, c'est vrai qu'il y a une sous-représentation des femmes en politique. Mais vous savez, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi une sous-représentation des femmes dans les syndicats. Il y a une sous-représentation des femmes dans les municipalités. Il y a quand même quelque chose de commun à tout ça, c'est que ce sont des activités chronophages, où il faut se déplacer, où il faut passer du temps. Et donc là, il y a peut-être aussi un sujet d'articulation vie familiale, vie professionnelle dans le monde politique. Je veux dire, être député, c'est un métier de chien. Vous passez vos nuits sur les bancs d'assemblée. Je pense, et il peut y avoir... Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi
un certain sexisme ordinaire qui fait qu'on a du mal à élire une femme plutôt qu'un homme. Ça arrive, hein, je veux dire, ça existe hein, dans la population. Mais je pense qu'il y a aussi les conditions matérielles, hein, c'est comme en entreprise. Hein. Et je pense, et sérieusement sur les syndicats, je pense qu'il y a un gros déficit des syndicats en entreprise qui tend à se combler maintenant. Mais pendant longtemps, ce n'était pas un sujet vraiment important. Là, ça bouge un petit peu quand même. Et les femmes ont du mal à grimper les échelons syndicaux parce que ça demande du temps, des efforts, de la disponibilité. On retombe sur les greedy work, des boulots qui sont demandeurs. Une remarque, je pense que vous l'avez dit, il y a aussi les comportements sexistes ou violents, donc je pense qu'il y a peut-être une marge de progrès déjà là-dedans, qui est à la mesure de chacun. Donc si on arrive déjà à faire un petit pas les uns les autres, je pense que déjà on aura fait une grande marche. Oui. Alors là-dessus, je voudrais juste rebondir parce qu'il y a une étude une recherche faite qui est un peu triste. C'est parce que vous avez raison, on se dit avec MeToo, le mouvement MeToo, le milieu professionnel va être plus sensible, va développer des choses, ce qui est vrai d'ailleurs. Il commence quand même à se développer des trucs. Mais les chercheurs elles ont examiné l'impact de MeToo sur le comportement des femmes. Et en fait, ce qu'elles trouvent, donc avant-après, c'est que après MeToo, les femmes dans des milieux les plus toxiques vont avoir tendance à partir davantage qu'elles ne le faisaient avant. C'est-à-dire, au lieu de rester, etc., que c'est compliqué, et le MeToo leur a fait, ça c'est l'interprétation, réaliser que c'était vraiment pas supportable, et allons voir ailleurs. Et donc c'est plutôt un peu triste comme résultat, parce qu'on aurait espéré que ça fasse des changements sur le lieu de travail. Et c'est là que je reviens sur mon histoire des syndicats. Il y a un rôle vraiment à jouer des syndicats là-dessus, pour justement combattre ce comportement. Bon, autant dire que votre question est un peu compliquée. Alors, je vais d'abord revenir un tout petit peu sur la question vous avez parlé de l'index. Alors, l'index était une excellente idée. Parce que donc l'indice d'égalité femmes-hommes dans l'entreprise, les entreprises doivent le calculer et si elles ne satisfont pas aux critères, elles doivent payer une amende. Donc ça, c'était une super idée au lieu d'examiner qu'elles obéissent, qu'elles observent bien toutes les lois, et puis il y a des inégalités. Là, on renversait le truc. Vous avez des inégalités, on ne veut pas savoir comment vous allez faire, mais il faut les ratiboiser, revenir à l'égalité. C'était une bonne idée, c'est une super mauvaise application. L'index, il est vraiment il est plein de défauts, que je décris d'ailleurs dans mon ouvrage, qui ont été étudiés. Ce n'était pas le bon instrument. Donc votre question, c'est, ça serait quoi le bon instrument? Parce que l'idée est bonne, hein, faire bouger les entreprises. Mais pas avec cet instrument-là. Alors, un instrument qui est violent, mais qui peut marcher, c'est tout bêtement que les entreprises affichent l'écart brut de salaire entre les femmes et les hommes. C'est ce que font les Anglais pour les grandes entreprises. Sur leur site web, il y a, dans notre entreprise, on a 25% d'écart, 40% d'écart, 60% d'écart, sachant qu'ils prennent tout, c'est-à-dire on ne corrige pas du temps partiel, on ne corrige de rien du tout, et on a l'affichage. C'est brut, c'est violent, ça donne une idée, et il y a quelques recherches, parce que c'est assez récent ce genre de truc, mais il y a quelques recherches qui montrent que ça a un impact sur la conduite de l'entreprise, parce que c'est pas très bon comme publicité d'afficher que pour attirer des gens qualifiés, c'est pas très, ou des femmes qualifiées, c'est pas très bon. Donc ça pourrait fonctionner. Sinon, oui, les dialogues sociaux ne sont pas tous aussi sclérosés que vous le dites.
C'est-à-dire que j'ai la chance d'aller dans des entreprises pour lesquelles il y a un vrai dialogue social avec des... Mais c'est certaines entreprises qui sont vraiment, alors là, très très en avance, qui vont donc se poser la question des paternités, etc. Et où il y a des vrais dialogues entre syndicats et patronat sur le sujet. Les avancées sont très longues. Les avancées sont très longues parce que on bute toujours quand même, outre le climat au travail et tout ça, les spécialisations, la difficulté à recruter, on bute toujours sur les questions des maternités. Ça, c'est un point d'articulation qui freine énormément. Mais oui, je comprends que vous soyez un peu désespérés. Voilà, est-ce qu'il existe en France, voire à l'étranger, des entreprises qui se sont vraiment lancées dans des actions originales, courageuses Voilà. Oui, il y en a. Effectivement, il y en a. Et alors, vous savez, les entreprises, hein, c'est les grandes entreprises, c'est comme des gosses en médaille. Et donc, il y a des classements selon leur rang. Et c'est idiot, mais ça leur crée une vraie émulation pour innover dans les ressources humaines, etc. Donc, alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a qui ont une vraie réflexion et qui sont... Il y a aussi des relations entre les dirigeants, les responsables de ressources humaines. Ils forment un réseau et ils communiquent beaucoup entre eux sur les expériences, ce qui a été bien, ce qu'ils ont essayé. Et ils sont un petit peu dans le côté et moi, ah bah si tu as fait ça, moi aussi je vais le faire, ou je vais faire mieux. Enfin, il y a un petit côté comme ça de transmettre des expériences et d'essayer de faire mieux. Alors, est-ce qu'il y a des vraies améliorations? Alors, il y en a quand même, il y a pour une entreprise, où, alors là, je dois avouer que c'est une de mes fiertés, je ne peux pas vous les citer, hein, c'est évidemment, mais pour une de ces entreprises, on avait mis en évidence un choc maternité qu'ils n'avaient absolument pas anticipé, c'est-à-dire un choc maternité, du décrochage en termes de carrière, sachant qu'il n'y avait pas d'interruption de la participation, il n'y avait pas de passage trop à temps partiel. Donc il y avait un vrai problème de déroulement de carrière et ils ne s'y attendaient pas. Et du coup, ils ont mis en place des politiques correctrices, donc outre l'entretien au retour du congé maternité, un vrai accompagnement sur la suite. Et donc cette étude, je l'ai présentée à la direction et au syndicat dans les groupes égalité professionnelle. Et donc ça a été débattu pour savoir pourquoi. Et ils ont mis en place des politiques correctrices qui ont l'air de fonctionner. C'est pas un miracle, hein. Il reste toujours un choc maternité, mais il s'est réduit. Donc oui, il y a quand même des entreprises qui font des choses. Mais c'est très hétérogène. Je veux dire, vous avez des entreprises qui sont vraiment très en avance, qui d'ailleurs hurlent contre l'index à propos, parce qu'elles trouvent que c'est inefficace. Ça, par contre, je peux le raconter, parce que j'étais dans la branche IEG, d'industrie électrique et gazière, pour une réunion, au moment où ils ont découvert l'index. Il y avait donc syndicats et patronat. Ils ont tous hurlé ensemble en disant mais c'est pas possible, là ça capte rien, les primes sont pas dedans, c'est là que se fait les inégalités. Enfin, ils ont tout de suite vu que cet indice ne permettrait pas de mesurer la situation. Donc si ça existe, mais c'est quand même, soyons honnêtes, c'est pas la majorité. Oui, on a évoqué plusieurs domaines. Je voulais voir dans le sport, où c'est un marché du travail un peu particulier. Ouais. Il y a une récente interview de Rafael Nadal qui a relancé la polémique sur l'égalisation des prize money entre les hommes et les femmes. Donc, est-ce que, d'après vous, ce serait légitime d'égaliser les dotations des tournois ATP entre les hommes et les femmes, dans le sens où il est établi que les femmes génèrent moins de recettes que les hommes? Merci de la question, elle est super compliquée.
parce que c'est une question hyper compliquée et qui est très générale en fait, parce que on va par exemple trouver que les soudeurs, les chaudronniers gagnent plus, que le métier de chaudronnier rapporte plus, il est très masculin. Et on peut trouver des emplois à dominante féminine où il y a aussi une pénibilité équivalente. Donc on se dit, à pénibilité équivalente, on devrait avoir la même rémunération, comme pour les joueurs de tennis. Ouais, sauf que le problème, c'est que les chaudronniers, il n'y en a pas beaucoup, et c'est une profession en tension, et c'est des formations masculines. Et donc, du coup, le sursalaire s'explique par la différence entre l'offre de travail et la demande. C'est un bête phénomène de marché du travail. Alors, pour les joueurs de tennis, je ne suis vraiment pas spécialiste, et il faudrait vraiment que je réfléchisse à cette question. Si les sponsors et les télés considèrent que ça ne rapporte pas assez, c'est compliqué. C'est vraiment un truc compliqué, votre histoire. En revanche, vraiment sur le tennis, je ne vais pas répondre, mais sur le travail dans l'entreprise, en fait, là, par contre, il faut revoir très à fond les classifications, parce qu'il y a des fois où les équilibrations s'expliquent par le travail différent. Il y a des fois, c'est vraiment des métiers dont on ne reconnaît pas les pénibilités. Et souvent, c'est les métiers féminins, parce qu'ils sont arrivés plus tard, etc. Ça n'a pas été bien intégré dans la grille de classif, et qu'il y a des métiers tout aussi pénibles qui sont mieux rémunérés. Donc, je botte en touche, puisque on reste dans l'image, et je pense qu'il faut vraiment remettre à plat les histoires d'équivalence de pénibilité. J'aurais deux questions. La première, c'est est-ce que le fait qu'on a plus de femmes politiques, par exemple au niveau du Parlement ou au niveau du gouvernement, est-ce que ça a un impact justement sur les inégalités hommes-femmes dans le monde professionnel? Ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'est vis-à-vis des jurys pour les concours, pour les examens. De plus en plus, on nous demande une mixité, par exemple, que ce soit pour les jurys de soutenance de thèse ou pour les concours de maître de conf. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites qui mesurent s'il y a un impact ou pas du tout? Alors, la première question, je peux y répondre avec précision, parce qu'il y a eu effectivement des recherches par Quentin Lippmann qui a regardé les députés, hommes et femmes en France, sur le contenu de leurs amendements, pour voir où est-ce qu'ils intervenaient. Et effectivement, les sujets traités par les femmes députées sont différents des sujets traités par les hommes députés, et c'est pas dépendant de l'électorat. Il y avait aussi une autre étude qu'il avait faite, Quentin Lippmann, sur alors celle-là, elle est plus complexe, sur les députés américains et leur position vis-à-vis de l'avortement. Alors les députés hommes, selon qu'ils soient pères de filles ou pères de garçons. Et les hommes, donc les pères de filles, ont une position sur l'avortement beaucoup plus libérale que les pères de garçons. Donc ça marche. Dans la politique, les résultats sont différents selon que vous soyez homme ou femme. Ça a un impact. Est-ce que ça avance vite sur l'égalité? Aussi vite que sur le reste. Hein. C'est du temps long, tout ça. Alors, sur les comités, il n'y a pas eu de recherche, à mon avis, il faudra en faire. Parce que, donc, il y a plusieurs niveaux de réflexion. D'abord, celle de Bagès sur l'Espagne montre bien qu'on ne peut pas juste injecter une femme dans un comité et tout va bien. Il faut, là, par contre, ça marche bien, c'est ces formations au biais de genre ou de racisme avant les comités pour se former. Ensuite, le milieu académique où on demande aux femmes donc de participer à des comités,
je ne sais pas si ça change les outputs. Par contre, ça change beaucoup la charge de travail des femmes par rapport aux hommes. Et c'est une forme d'injustice. Parce que quand vous êtes PR femme, donc vous êtes la seule parmi 10 mecs, donc vous vous retrouvez avec tous les comités à cause de la mixité. Et ça, c'est un vrai sujet. Oui, oh là là, les pauvres. Et donc, il faut à un moment ou à un autre se poser la question, quoi. Est-ce que c'est transitoire? C'est pas sûr, hein, parce que ça prend du temps à changer les choses. Des noms à dire pour refuser de participer à des comités. Voilà, on va s'arrêter là. Merci à Dominique, merci à Lucas aussi de nous avoir aidés. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine fois.